Il y a de ces films qui nous émeuvent dès qu'on en voit la bande-annonce et ça a été le cas pour son documentaire Jacques qui m'a touchée dès les 2 minutes de bande-annonce que j'ai regardé. Aujourd'hui, je rencontre Lisanne Leduc-Boudreau, la réalisatrice dont le premier long-métrage documentaire sort en salle en décembre. Elle est ici aujourd'hui pour nous en dire plus sur l'histoire de Jacques Duhoux, un homme qui vit en solitaire au pied des monts Grou dans le nord du Québec. Vous écoutez donc un balado de Dehors, la branche plein air d'Urbania, animée par moi-même, sa chef de contenu, Sarah Buzel. Salut Lisanne, ça va? Salut, ça va toi? Oui, ça va super bien. J'aimerais commencer par te demander, c'est qui Jacques Duhoux? Oh! De rien de moins. Oui, une grosse question. Oui. Ben, Jacques, pour moi, c'est un des pionniers quand même qui a marqué le monde du plein air dans le coin des Monts Grou au Québec. Pour d'autres personnes, c'est une autre personne parce qu'il a vraiment été à différents endroits puis il a marqué différemment. Mais pour moi, c'est comme ça un peu, je le vois. C'est quelqu'un qui a été très inspirant dans le milieu des randonnées puis dans ce coin-là. Puis en ce moment, il fait quoi aujourd'hui, mettons? Ouais, aujourd'hui, il vit encore dans les Monts Grou, là. Il reste encore son camp là-bas. Il visite des amis. C'est sûr que là, il est beaucoup, beaucoup plus ralenti, fait qu'il y a comme un peu d'aide qui lui a apporté, là, mais oui. Mais il est pas dans... Il est pas revenu il est pas dans un hôpital ou quelque chose comme ça, là. Il vit encore dans sa cabane, ouais. Parfait. Puis toi, tu as décidé de faire un film documentaire sur lui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire que raconte ton film? Ben oui, absolument. En fait, si je pars du début, à la base, ce que je voulais faire, c'est un court-métrage. J'étais partie dans l'idée de... À l'époque, c'est mon premier film documentaire, donc je voulais faire un court-métrage pour commencer à me faire connaître. Donc, je suis allée le voir à son camp, puis je suis allée observer un peu comment il vivait. J'ai fait quelques entrevues, etc. Puis quand je suis revenue, j'ai comme eu une révélation. Mon instinct me disait, c'est pas un court-métrage, c'est pas le portrait d'un homme âgé qui vit comme un ermite. C'est comment est-ce que tu fais pour continuer à vivre dans la marge, même si tu vieillis. Ça, je trouve ça intéressant. Puis pour voir ça, faut le voir vieillir dans cette situation-là. Fait que c'est pour ça que le tournage, ça fait 7 ans que j'ai commencé ce film-là. J'ai dû le faire sur une plus longue période. C'est fou, 7 ans, là. Ouais. C'est énorme comme durée. Je sais pas si ça va se reproduire dans ma vie. Je sais que, de base, c'est comme quand tu vas voir d'autres documentaires, souvent les gens vont dire que ça prend à peu près 5 ans, 7 ans aussi. Il y en a, des fois, c'est même 15 ans. Tu sais, c'est des gros... C'est long, un film documentaire comme ça, parce que d'avoir accès aux subventions, de pouvoir faire tes tournages, puis le montage, c'est très long, puis c'est pas comme... T'as pas un scénario, tu sais pas l'histoire, elle va avoir l'air de quoi tout de suite. Fait que c'est un très long processus, puis on l'oublie souvent. Mais je sais pas... Pour moi, je trouve... C'est une charge mentale énorme, là. Ben oui, puis tu dis que le scénario, ça se transforme. Au début, c'était quoi ton idée, puis comment ça s'est transformé? Au début, je sais pas comment en parler sans... Parce que c'est sûr qu'au début, je voyais comme que la vieillesse était comme mon élément déclencheur. C'était un peu de l'observer là-dedans. Mais ce que j'ai réalisé en faisant des recherches, puis en faisant des entrevues externes avec des gens qui gravitent autour de Jacques, c'est qu'il y a plein de petites histoires très fortes qui font le personnage que j'avais pas le choix de mentionner. Par exemple, Jacques qui a été enseignant en Afrique dans les années où est-ce qu'il y avait le génocide. Ça, j'avais pas le choix d'en parler. Puis, donc, c'est de ficeler un peu son passé et son présent. Puis ça, Léonie au montage, Léonie Tremblay qui a fait le montage, a fait un travail de maître pour tout le temps se promener entre le passé et le présent. Puis c'est tout subtil à travers le film. On observe comment il fait pour s'adapter, puis comment ça s'est passé dans son passé, puis on essaie de faire des liens avec ça. Ça, au début, je pensais jamais faire ça. T'sais, pour moi, je pensais faire un film sur lui, mais au final, c'était plus intéressant de faire ça comme ça. Fait que c'est ça, Jacques vit seul au pied des Monts Grou depuis combien de temps? Plus de 40 ans.
Wow, plus de 40 ans. Comment il s'est ramassé à habiter là? En fait, au début, quand il a émigré au Québec, il est parti de l'Afrique. Il est retourné en Belgique, parce que c'est un Belge à la base. Puis la Belgique est venue s'installer à Sherbrooke, dans les cantons de l'Est. Puis il est resté quand même quelques années là. Puis c'était un des pionniers dans le monde plutôt de l'escalade, du rugby. Il a fait beaucoup pour ces communautés-là. Puis à un moment donné, il était enseignant d'éducation physique. Puis un jour, il a juste dit pour moi, ce type de vie-là suffit, j'ai envie d'autre chose. Il est parti à l'époque avec Michel Denis, Daniel Deneau, Alain Rastouin aussi, qui étaient des hommes aussi dans le monde du plein air, qui ont fait des expéditions dans ce coin-là. Et ils ont décidé d'ouvrir Aventure Nomade, qui est une des premières compagnies de tourisme d'aventure dans ce genre-là. À l'époque, on faisait du tourisme, on allait peut-être en Floride ou on allait, c'était d'aller dans les pays chauds. Puis là, eux, ce qu'ils proposaient, c'est comme venez à moins 40, faire des randonnées en traîneau à chien. Puis un coup qu'il a découvert une partie de ce territoire-là, il a décidé de s'installer là, puis il a dit je laisse la vie en société de côté, maintenant ça va être ça ma vie. Puis c'est quand même un avant-gardiste dans un sens parce que on dirait les Monts-Gros, c'est rendu une destination quand même prisée pour les amateurs amatrices de randonnée au Québec. C'est un mode de vie aussi qu'on dirait que de plus en plus de jeunes veulent prendre, de s'éloigner des villes, aller s'installer en région. Ouais. Fait que c'est un artiste dans le fond, Jacques. C'est un artiste puis un avant-gardiste beaucoup aussi. Tu sais, j'avais déjà entendu quelqu'un qui m'avait dit juste, par exemple, la mode du zéro déchet. C'est maintenant rendu mainstream, on en parle tout le temps. Jacques, depuis le début, lui, il réutilise les sacs de lait, là. Ça, j'ai mis une shot dans le film. Je sais pas si le monde va s'en remarquer. Quand tu iras le voir demain, tu porteras attention. Les sacs de lait, lui, il les coupe puis il les réutilise comme sacs. C'est des sacs super bons, c'est hyper étanche. C'est pas comme des sacs Ziploc, ça va jamais trouer. Puis ça, il utilise ça pour mettre sa nourriture, pour mettre des trucs. Puis, fait bref, tout ça pour dire que dans la mode zéro déchet, déjà, il était avant-gardiste sur ça parce que ça fait partie de sa vie. Mais aussi dans ce coin-là, en effet, dans les recherches, c'est pas juste lui, il y a eu un groupe de personnes, mais entre autres, je pense qu'avec le développement qu'ils ont fait dans le tourisme, avec les randonnées, ça l'a permis au territoire d'être protégé, puis parce qu'en ce moment, c'est protégé par l'UNESCO. Il y a la station Wapishka qui est là aussi. Puis, il y avait des risques à l'époque parce qu'il y avait la route 389 qui rejoint... c'est une route qui rejoint jusqu'à Fermont, que les industries minières et les industries forestières prennent un peu plus de contrôle sur le territoire, disons. Fait qu'il était dans ceux qui ont permis à protéger ce territoire-là pour encourager les gens à venir faire des randonnées, justement. Wow, fait qu'avant, c'était comme plus un territoire qui s'en venait devenir un territoire minier? Il y avait un risque parce que, étant donné que la route était là, tu le vois encore, il y a des gros camions qui passent sur cette route-là, c'est fou, là. Mais c'était un territoire qu'il fallait protéger et très rapidement, ça aurait pu tomber dans les mains de ces compagnies-là. Fait que lui a contribué à la protection de ce territoire. Entre autres, lui, Michel Denis aussi, qui est très connu dans le coin, qui est malheureusement décédé cette année, mais oui, c'est ça, ils ont contribué à cette protection-là. Bon, c'est vraiment des héros de l'ombre. Oui. Oui, parce que pour vrai, on n'en entend pas parler des gens qui ont contribué à faire protéger les territoires, puis c'est tellement important pour qu'on les garde, nos ressources, puis qu'on garde notre environnement. Complètement, puis je sais pas si c'était déjà parlé à des gens qui sont allés comme en mode randonnée dans ces coins-là, mais c'est magique, là, c'est... Les Monts-Gros, on dit Wapishka, c'est le nom Innu du territoire. Wapishka, c'est créé par un météorite qui, il y a plusieurs années, est tombé. Ils appellent ça l'œil du Québec. Fait que si tu regardes la carte du Québec, tu vas voir, il y a comme un petit cercle comme ça. Puis c'est juste là. Puis quand tu rentres là, c'est comme si tu étais dans un autre univers. C'est comme si tu étais en Antarctique, mais c'est quand même accessible. C'est à combien de temps? C'est à 15 heures de route à peu près. Mais on s'entend que le dernier 5 heures, il est quand même rough, là. Je pense que la dernière station d'essence, je me souviens plus à combien de kilomètres, mais comme, faut que tu calcules tes affaires, mettons. Tu peux pas aller là en jeans, puis pas préparé, puis ça peut être dangereux. Fait que, bref, ça pour dire que ce coin-là, quand tu y mets les pieds,
c'est vraiment une autre sorte de végétation, c'est un autre climat, Puis il y a comme un... Je sais pas si ça en sonnait trop ésotérique, mais il y a comme un aura, je pense, qui se dégage, puis tout le monde s'entend pour le dire quand ils reviennent d'une randonnée. Puis toi, quel effet ça t'a fait de passer autant de temps là-bas pour le documentaire? Ah, mon Dieu, ben c'était intense. Le premier tournage, je me souviens, quand je suis revenue, là, j'étais comme je venais de vivre quelque chose. Puis non seulement je venais de vivre quelque chose, mais je pense que mon instinct venait de comprendre que je venais de mettre la main sur quelque chose qui allait me driver pendant plusieurs années. Là. Je venais d'entrer dans un chapitre, puis je le sentais. Mais tout ce que j'ai pu absorber aussi comme énergie en étant là, en faisant le tournage, c'est les plans qu'on a faits quand on est allé sur le top du Mont Provencher, avec Isa, comme il y avait du vent, on était là avec la caméra, puis là, moi, mon eau, elle avait toute gelée parce que j'avais oublié de la mettre dans mon manteau, parce que quand tu montes, ton eau, faut que tu l'isoles, parce que sinon... Fait que c'était intense, tu sais, mais c'était genre à couper le souffle, c'est des paysages que j'avais jamais vus dans ma vie, puis en plus, j'avais la chance de pouvoir les mettre sur caméra, tu sais. Puis est-ce que toi, t'étais une amatrice de randonnée puis de plein air avant, ou Ben, c'est comme venu avec? Pas, tu sais, je me reconnais pas comme une spécialiste, mais c'est sûr que j'adore ça. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait au Népal des expéditions. C'est dans ma famille aussi. Ma mère, elle a monté le premier palier du mont Everest à 60 ans. Hein? Ouais. Wow! Puis donc, c'est ma mère qui a fait une randonnée avec Jacques aussi à l'époque. C'est comme ça que j'ai appris à connaître Jacques, là. Mais donc, c'est ça. C'est un peu dans la famille de faire des randonnées comme ça, mais je suis pas une spécialiste. Quand on a monté la montagne pour aller faire les plans sur le top, on avait avec nous Guillaume Cartwright, qui est un randonneur, lui, plus spécialisé, puis il a pu nous donner les trucs, puis sinon, moi, je me serais perdue, c'est sûr. Là. Je sais pas lire une boussole, puis une carte. Oui, c'est ça, parce que là-bas, c'est tellement reculé, c'est old-fashioned randonnée. Ah oui, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de petits rubans, là, c'est... Tu sors la carte, puis là, tu checkes tes affaires, mais... Avec une boussole. Ouais. Oh mon Dieu, Mais... ça devait être compliqué de tourner un film dans ces conditions-là, pour l'équipement puis tout. Oui, vraiment. Ben, juste la neige, c'est des pieds de neige, puis c'est pas tapé. Fait à chaque fois qu'on voulait se déplacer, moi puis Isa, pour faire un plan, mais il fallait qu'on mette nos raquettes, il fallait qu'on amène le trépied, qu'on amène la caméra, puis où est-ce qu'on avait notre place qu'on savait qu'on voulait faire notre shot. Puis là, il fallait passer 10 minutes à taper la neige avec nos raquettes. Puis après ça, ben, on essayait de mettre le trépied, puis là, on essayait de le stabiliser, puis là, on prenait notre shot. Puis là, on mettait des hot pads sur nos batteries, parce que le temps qu'on fasse tout ça, puis qu'on prenne notre shot, ben là, on voulait pas que la batterie se décharge. Il y avait pas d'électricité non plus, fait que je peux pas recharger mes batteries. On avait juste vraiment beaucoup, beaucoup de batteries. Même chez Jacques, il n'y a pas d'électricité. Non. Aujourd'hui, il y en a une lumière, puis avec un panneau solaire. Okay. Mais pendant qu'on était là, non. Là. Ah, mon Dieu, c'est vraiment une immersion dans, on dirait, un retour en arrière. Même si on dit que c'est un avant-gardiste, c'est un paradoxe. C'est comme les deux en même temps. C'est vrai, oui. C'est vrai. Puis t'arrêtes pas, c'est ça, de parler de Isa, t'as parlé de Léonie. C'est qui l'équipe qui t'a épaulé pour faire ce projet-là? Ben en fait, c'est ça, le projet a commencé, le premier tournage, Isabelle Sachenko, qui est la directrice photo, elle a embarqué dans l'aventure, puis on est parti, moi, elle et Guillaume Cartwright, qui était considéré plus comme un fixeur, mais qui m'a aidé aussi à prendre le son. Il a lu tout le manuel, puis parce que je pouvais pas être trop de personnes. À cause de l'environnement, puis aussi, il fallait que je prévoie la nourriture pour tout le monde. Fait que c'était compliqué d'être beaucoup. Et Léonie Tremblay-Clavette qui a fait le montage, elle est embarquée même avant que je finisse les derniers tournages. Comme ça, on a commencé à monter en parallèle. On a pu guider les prochains tournages avec son avis pour qu'est-ce qui était nécessaire au montage. Audrey-Anne Dupuis-Pierre, qui est la productrice, qui est venue en cours de route aussi, parce que je suis pas... il me manquait des capacités à la production pour vraiment mener à terme un long métrage, vu que c'était mon premier, puis Audrey était de super bons conseils. Claudine Bergeron, qui est venue au deuxième tournage pour prendre le son et piloter le drone. Il y a des vraiment belles shots de drone qu'elle a réussi à faire malgré le froid, là, parce que monter un drone à cette température-là, des fois, ça peut être tricky, là, c'est pas toujours ça, mais elle a bien réussi ça. Puis à la musique, il y a l'équipe de Guillaume Morin, Saga Stratégie. Toute la musique,
elle est composée par des compositeurs, des musiciens de Montréal qui ont tout créé la bande sonore, sont vraiment travaillé fort. Giulio qui a fait tous les sons parce que quand on marchait pour suivre Jacques, par exemple, la neige, on l'entend. Fait fallait refaire ses pas de raquettes. Oh mon Dieu, Entre ben oui. autres, là. Puis là, on utilisait des raquettes, puis on était en plein été quand on faisait le son. Et comment tu fais pour refaire un son de raquette en été? J'ai appris, mais Giulio, il a utilisé du gravier de chat, puis une raquette, puis tu fais juste tremper la raquette dans le gravier de chat, puis ça fait un son de raquette dans la neige. Ah ouais? Oh mon Dieu, je vais essayer à la maison Ouais. tester. Ouais. Puis il y a Éric Gendron qui a fait aussi le mix de tout ça. Mais ça prend vraiment une équipe de fous là, pour faire un film comme ça. Ben oui, puis c'est le fun aussi que tout le monde soit embarqué, surtout Isabelle qui est venue avec toi à tous les tournages. C'est le fun qu'elle ait voulu embarquer dans un gros projet comme ça. Mais oui, puis on se connaissait pas du tout avant. Là. C'est Hervé Baillargeon, un de mes bons amis, qui m'a conseillé Isa. On s'est rencontrés, on a parlé du projet. Elle allait embarquer tout de suite. Puis, tu sais, je pouvais pas non plus apporter n'importe qui. Jacques, c'est quand même un personnage pas dur d'approche, mais il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire un film avec lui, puis il n'a pas accepté. Là. Il y a eu un film dans les années 90 fait par un réalisateur belge qui m'a, entre autres, donné gracieusement certaines de ses images pour mon film. Mais sinon, tu sais, ça, c'était délicat, mais Isa, super tempérament, il a adoré tout de suite. Puis encore aujourd'hui, dans ses lettres, il me demande des nouvelles d'elle pour savoir. Ouais, fait que c'est un bon match. Fait, attends, des lettres, fait qu'il communique par écrit Ouais, seulement? ouais. Même moi, pour faire toute la production de ce film-là, c'est tout le temps par lettre. Fait que là, j'écrivais, puis là, je disais, j'aimerais ça faire ci, ça, qu'est-ce que t'en penses? Là, j'ai envoyé la lettre, j'attendais sa réponse, puis on a communiqué. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges comme ça. Moi, ça m'a aussi réappris à... Tu sais, j'utilisais pas ça. Moi, une fois, une de mes lettres, j'étais tellement pressée, tu sais, en production, t'es tout le temps, OK, go, faut que ça. Puis là, j'écris ma lettre, puis je faisais attention de l'écrire à la main, parce que je sais que ça montre que t'as pris le temps, tu sais, fait que là, j'écrivais à la main. Là, je l'ai mis dans l'enveloppe, puis là, je la mets dans... Puis là, j'ai oublié de mettre un thème. Fait que là, il a fallu j'attendre, puis tout. Ben, c'est ça, c'est des petites affaires de même, mais oui, toutes les communications se font par lettre. Ça doit être compliqué là, pour produire un film. Souvent, en plus, tu as besoin d'une info rapidement, Ouais. mais là, il faut que tu attendes que la lettre se rende, que l'autre revienne. Là, tu te souviens plus qu'est-ce que tu as écrit dans la dernière. Ouais, c'est une stratégie. C'est un gros processus. Ouais. Puis tu dis que Jacques est dur d'approche. C'était comment de le côtoyer pendant aussi longtemps? Ben, comme c'était vraiment, on pourrait dire, comme un apprivoisement. Mais en documentaire, on a souvent à faire ça. Tu sais, c'est... Il y a tout le temps une relation de confiance qui est importante d'installer entre les personnes que tu vas suivre. Puis éthiquement aussi, c'est spécial de rentrer comme ça dans la bulle intime de quelqu'un, puis de lui demander de s'ouvrir, puis d'être filmé dans tous les moments de sa vie. Fait que ça a pris quand même quelques jours d'apprivoisement. Même qu'au début, quand je suis arrivée chez lui, il nous a assis les trois. C'était pas dit encore, tu sais, même si j'avais écrit plein de lettres, tu sais, il m'avait pas dit oui à tu peux me filmer moi. Il a dit oui, viens au Camp Nomade, on verra ce qu'on peut faire. Mais il aurait pu très bien me dire, ben tu peux filmer les œuvres d'art, tu peux filmer le territoire, tu peux aller filmer la montagne, mais comme moi, tu me filmes pas. Fait que ça aurait été autre chose, tu sais. Fait que t'as pris un risque. J'ai pris un très gros risque. Puis c'était le pitch de ma vie. Comme quand il m'a assis devant lui, puis il a dit « Pourquoi tu veux faire le film? » Puis là, j'ai tout expliqué. Puis après ça, il a demandé à Isa, « Isa, toi, pourquoi tu veux faire ce film-là? » Puis même à Guillaume Cartwright, qui était venu avec nous comme fixeur, « Pourquoi toi, t'es ici aussi? » Tu sais, c'était vraiment important pour lui d'établir comment on se situait où tout le monde. Mais le film s'est fait avec... Jamais la caméra est allumée sans qu'il le sache. T'sais, c'était tout fait avec son approbation. Chaque tableau était construit. Okay, le matin, on déjeunait tous ensemble. Puis là, je disais, ben, aujourd'hui, j'aimerais ça, Jacques, qu'on fasse la scène que tu vas chercher l'eau à la rivière. Ensuite, on va marcher dans le chemin avec les œuvres d'art. Puis peut-être je vais te poser des questions.
Après ça, tu vas pouvoir faire ta sieste. Parce que fallait que je respecte son rythme aussi. Puis 1 heure par jour, j'ai dit, là, t'auras pas le choix. Parce que je fais ce film-là, j'ai besoin que tu me parles. Parce qu'il parle pas beaucoup. J'ai besoin que tu me parles, on va s'asseoir face à face. Je vais te poser des questions. Faut que tu me répondes. Fait qu'1 heure par jour, on avait notre entrevue. Puis là, moi, j'avais préparé une thématique. Soit parler de son passé en Afrique, soit parler de ce qui s'est passé, blablabla. Fait que c'est ça. Fait que c'était un peu une approche comme main dans la main. Chaque étape était validée avec lui. Puis ça s'est fait comme ça. Puis t'as réussi à le faire parler, puis à montrer son intimité. Ben oui, puis jusqu'à une certaine limite. Tu sais, j'ai pas... tu sais, même au montage, on n'a pas utilisé nécessairement tous les plans. Tu sais, j'ai respecté beaucoup certaines limites. Mais ça se voit quand on voit le film, là. C'est ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir. Là. Puis justement, pour terminer, je voulais te demander, toi, tu sais, t'as passé beaucoup de temps là-bas, dans les Monts-Grous, avec Jacques, qui vit là depuis toujours, qui aime tellement cet endroit-là, qui a décidé de s'établir et de le développer. Comment ça a transformé un peu ton rapport au territoire puis à la nature au Québec, d'être là? Mon Dieu, c'est une bonne question. Ben, c'est sûr que y a une chose que j'avais jamais réalisée, c'est l'hiver, admettons. Mais c'est peut-être pas en lien avec ben oui, un peu avec les territoires, mais les activités d'hiver, je pense qu'on les sous-estime beaucoup. On a souvent peur de... Tu sais, l'hiver approche, puis on est comme... ou on triple le premier mois, là, puis on est comme, wow, c'est beau la petite neige, puis après ça, on chiale, puis on trouve que c'est long. Mais je pense que quand on fait des activités d'hiver, ça change complètement notre perspective de c'est quoi. Puis au niveau cinématographique, de filmer, j'ai fait attention que la plupart partie de mon film, la grosse majorité de mon film se passe l'hiver avec la neige pour justement entrer dans cet univers-là puis l'aimer. Puis je me souviens d'avoir eu la réflexion quand que je marchais chez Jacques, tu sais, t'as de la neige partout, puis c'est beau, puis ça brille, puis t'as le chemin où est-ce que tu vois les traces de raquettes. Puis là, à chaque fois qu'il fallait, je déroge du chemin parce que je voulais mettre le trépied là avec Isa, on voulait faire cette shot-là de là. Puis on dirait que j'étais triste de défaire. J'ai l'impression que je brisais un décor, tu sais. Je marchais dans la neige pour aller là, puis c'était plus toute lisse, tu sais. Fait que bref, comme mon rapport à la neige a changé beaucoup, puis aux activités d'hiver, ouais. Mais est-ce que t'aimais l'hiver avant? Pas beaucoup! Je suis frileuse de nature, là, fait que c'était quand même un bon challenge. Je pense qu'à un moment donné, on m'entend. Je pense que la caméra était pas fermée, puis... Attends, je dis, moi, mon prochain film, il va être dans le sud. Parce que j'étais plus capable, mais c'était pas... Ça venait pas du fond du cœur, c'était juste comme sur le coup. Des fois, c'est froid, là. Ouais. Puis tu peux pas tout le temps porter tes grosses mitaines parce qu'il y a des petites manipulations, le moniteur, les affaires. Mais il fait combien, mettons, là-bas, l'hiver? Ben, nous, on a été chanceuses, je pense, parce qu'on n'a pas eu les extrêmes, mais tu sais, c'est sûr que ça peut descendre à moins 40 et plus. Mais c'est juste que, tu sais, t'es pas à l'accès tout de suite d'une chaleur, là, le temps qu'il faut que tu repartes le feu ou... ouais. Des conditions arides. Oui, mais complètement... quand que tu réussis à retrouver ta chaleur, le bonheur que ça fait. Tu sais, la vie, elle devient tellement simple quand c'est comme ça, parce que tout ce que tu as à penser, c'est faire ton feu, faire à manger, faire ta vaisselle, aller chercher ton eau. Puis ces petites bases-là qui sont pour nous qui sont acquis, permet de ralentir le rythme. Puis c'est un peu ce que j'ai voulu transposer dans le film, c'est de donner une petite pause à tout le monde qui sort de la salle puis qui reviennent aux sources, tu sais, à la base. J'ai vraiment hâte de le voir. Oui, ben oui, moi aussi. Justement, là, il sort en salle. Bon, il y a une projection demain, mais c'est où que les gens peuvent le voir si jamais ça les intéresse? Ben là, c'est ça, les dates sont sorties pour le cinéma Beaubien. Il va être là jusqu'au 7 décembre. Il va y avoir 2 présentations par jour. Donc, du 1er au 7 décembre. Il va y avoir d'autres dates aussi à venir à la Cinémathèque et partout aussi en région du Québec. Donc, Sherbrooke, Rimouski et tout. Rimouski aussi, c'est le 11 décembre. Mais si les gens veulent suivre, j'ai comme une page Facebook que j'ai créée pour updater justement les dates de sortie pour que les gens puissent aller le voir. Ça s'appelle Jacques Documentaire.
Puis là-dessus, dès que je reçois la confirmation, je mets la billetterie, puis là, je mets les projections. Mais on peut s'attendre que d'ici décembre, janvier, février, il va y avoir des projections un peu partout. Parfait. On va mettre le lien de la page en dessous du balado, là, si vous voulez aller voir. Vous pouvez aussi chercher dans votre moteur de recherche Jacques Documentaire Projection pour voir où aller le regarder. Merci, Lisande, d'avoir été avec nous. Merci, ça me fait plaisir. J'ai très, très hâte de voir le film. Si vous avez aimé cette discussion, partagez l'épisode et abonnez-vous pour plus de conversations éclairantes et d'histoires extraordinaires. C'était Sarah Buzel avec Lisande Leduc-Boudreau pour Dehors par Urbania. Retrouvez-nous très bientôt. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc.